Merci. Je voudrais d'abord remercier le professeur Ibrahim Atioub, le recteur de l'Université de Dakar, ainsi que le comité organisateur, de m'avoir donné cette occasion, cette opportunité de parler devant un public aussi important et de retrouver aussi un peu cette université dans laquelle j'étais très brièvement étudiant il y a de cela quelques décennies. Je crois que j'étais un des plus brefs étudiants de cette université, peut-être pas plus de 3 mois si mes souvenirs sont exacts. Jean-Paul Sartre, qui a longuement fréquenté les mannes de certains personnages célèbres, notamment je songe à Flaubert et à Baudelaire, disait qu'on entre dans un mort comme dans un moulin. Et s'agissant de la figure illustre, que peut-être que toutefois les choses dépendent-elles un peu de par où on entre dans ces personnages défunts. Et s'agissant de la figure illustre qui nous occupe aujourd'hui, des parents et des disciples de Cheikh Saad Bou, soit sensiblement différente de celles que sont tentés d'emprunter les chercheurs soucieux de développer un point de vue qui se voudrait neutre et autant que faire se peut objectif sur cette éminente personnalité de l'islam mauritano-sénégambien à la charnière des 19e et 20e siècles. Avec un petit brin de jésuitisme, pour ne pas dire peut-être de maraboutisme, on peut toutefois estimer que l'opposition n'est pas forcément aussi tranchée entre le point de vue du dedans et du dehors, de l'éthique et de l'émique, diraient les cuistres de l'université. Examiner l'entrepreneuriat religieux dans le cas qui nous occupe, n'est-ce pas d'abord s'intéresser à la manière dont le cher se persuade, avant de persuader les autres de la spécificité du caractère divin de sa mission? N'est-ce pas d'abord, avant qu'il ne s'institutionnalise et se routinise, voir comment le charisme, son charisme, advient et s'établit comme une source de référence pour des disciples, des partenaires ou même des adversaires? C'est donc le point de vue interne, la manière dont Cheikh Saad Bou et ses disciples ont présenté sa biographie qui retiendra d'abord notre attention. La quête d'un nouveau lieu où s'établir, loin du territoire paternel. Le dessein, pour le dire dans le langage de Michel Foucault, de promouvoir une hétérotopie, une nouvelle fondation spatiale qui soit aussi, et dans le même mouvement, une hétérochronie, c'est-à-dire un point de départ chronologique radicalement nouveau. Tout ceci signale la volonté de se faire en quelque sorte par soi-même, d'explorer de nouveaux horizons où l'impact personnel du cheikh va pouvoir s'affirmer et s'épanouir au sein d'une utopie communautaire dont il sera idéalement l'unique opérateur. Une entreprise, nous allons le voir, qui n'est pas sans risque et qui a amené Cheikh Saad Bou à affronter bien des défis dont il se fera d'ailleurs souvent lui-même le chroniqueur, parce que c'est quelqu'un qui a aussi raconté un peu sa propre biographie d'une certaine manière, ce qui aide des gens comme moi à parcourir ou reparcourir les choses qu'il a écrites sur lui-même. Dans ce propos introductif, forcément passablement général, je ne ferai que résumer des données que les intervenants de ce colloque, bien plus compétents que moi d'ailleurs, ne manqueront pas de vous présenter sous des formes plus topiques et plus exhaustives. Il s'agira en toute simplicité ici, pour moi en tout cas, de donner un aperçu bref de la vie et de l'œuvre de Cheikh Saad Bou avant de conclure sur quelques considérations relatives à l'enracinement et au destin de son entreprise confrérique. Alors d'abord quelques éléments de biographie. Cheikh Saad Bou est le 30e fils et le 30e des 48 fils de Cheikh Mohammed Fard al-Mami, de la Kabila, c'est-à-dire de la tribu des Aledi et Mokhtar, branche maîtresse d'un ensemble tribal plus vaste que celui des Gulegmes, que les généalogistes morts rattachent à une ascendance chalifienne, en particulier idrisside. Le lieu de regroupement principal de cette communauté
se trouve être la région du Haut, dans la pointe sud-est de l'actuelle Mauritanie, sur les frontières avec le Mali, où cette communauté menait une vie essentiellement pastorale, c'est-à-dire d'élevage, plus que toute autre activité. Le Cheikh Mohamed Fadel, qui est mort en 1868, le père donc de Cheikh Saad Bou, est une figure religieuse influente de la région. C'est l'ordonnateur spirituel d'une branche de la Qadiriya, indépendante du rameau Kunta, qui a été propagé, comme vous le savez, dans la Zawad par Cheikh Mohtar al-Kunti, mort en 1811. Et Cheikh Mohamed Fadel a donné son nom à cette obédience, souvent dénommée d'ailleurs Fadiliya, bien que de nos jours, ses disciples préfèrent plutôt la rattacher à la maison mère, la Fadiliya. Je ne m'étendrai pas beaucoup sur le caractère, ce qui caractérise en propre la Fadiliya par rapport au tronc commun Fadili dont elle est issue. La grande hagiographie de Cheikh Mohamed Fadel par son gendre et disciple Mohamed Fadel Ben al-Habib al-Iderbi, Al-Diya al-Mustabin fi Karamat Cheikh Mohamed Fadel ibn Mamin, donne des éléments essentiels, en particulier la partie, disons, qui repose sur les faits miraculeux de cette biographie, et aussi des éléments qui sont fondateurs de la spécificité de cette confrérie. La documentation disponible évoque en tout cas des liens que Cheikh Mohamed Fadel personnellement a entretenu avec la branche régionale de la Chaliliya, la Rodfiya. Mais il était sans doute trop jeune, parce qu'on dit qu'il est né précisément Mohamed Fadel al-Mamin, non, Mohamed Fadel al-Habib, pardon, dit qu'il est né dans Diya al-Mustabin le 27 Sha'ban 1212, c'est-à-dire le 25 février 1797, et ce qui le fait un petit peu trop jeune, à mon avis, pour avoir rencontré le fondateur de la Qutbiyya, Cheikh Mohamed Fadel Daoudi, Cheikh Mohamed Zaghlaf Daoudi, qui lui est décédé en 1805, et donc je pense que Cheikh Mohamed Fadel était trop jeune pour avoir rencontré ce fondateur de la Qutbiyya. Par ailleurs, le dhikr à haute voix, voire la danse, pratiquée, semble-t-il, par les disciples de Cheikh Mohamed Fadel et ceux de ses continuateurs, reviennent assez régulièrement dans la littérature comme des traits distinctifs de la Fadiliya. Cheikh Mohamed Fadel est également crédité d'une affiliation à la Tijaniya, contractée auprès de Cheikh Ahmed Tijani lui-même, mort, comme vous savez, en 1815. Donc il avait peut-être l'âge à ce moment-là d'avoir contracté ou pris ce wird, d'où un certain soupçon d'éclectisme confrérique qui affecte ou qui vit cette communauté, que d'ailleurs Cheikh Mal'aïn lui-même a plus ou moins tenu à accepter ou même développer dans Mufid al-Rawi al-Anani Mukhawi, le texte de Cheikh Mal'aïn. Il accepte un peu cette idée, si vous voulez, qu'il y a une communauté des diverses branches confrériques qui ne le choquent pas du tout. Et on retrouve d'ailleurs les mêmes idées relatives par exemple à la Moulidiya, qui a aussi été plus ou moins créditée d'une capacité à multiplier les wirds dispensés à travers les différents types de filiations. La date de naissance de Cheikh Saad Bou est sujette à variation selon les auteurs. Les organisateurs de ce colloque ont retenu, comme vous l'avez noté, ou comme ça a été déjà dit, la date de 1848. Il est possible, mais on voit aussi souvent la date de 1850. Et il est possible que cette seconde date soit plus proche de la vérité. C'est en tout cas ce que donne à penser l'opuscule rédigé par Cheikh Saad Bou lui-même en 1892, la Sinna Nafida fi Raddi Bi' al-Haditha. Et ce texte, comme son titre ne l'indique pas exactement, est une sorte de réfutation de la rumeur qui a couru, selon laquelle Cheikh Saad Bou aurait accordé sa bay'a à son frère, son grand frère, Cheikh Mal'aïni. Et dans ce texte, donc la Sinna Nafida, qui sera l'une des principales sources de mon intervention, de ce que je vais raconter, et qui risque de vous endormir peut-être un peu à cause de sa longueur, mais il ne peut rien. J'avais vu d'ailleurs, j'avais été reçu en premier plan, un premier programme qui me donnait une marge de temps un petit peu plus importante que celle peut-être qui est retenue aujourd'hui. En tout cas, d'après ce texte, donc c'est la Sinna Nafida, rédigé en Shawwal de l'an 1299, c'est-à-dire au mois d'août 1882, il nous est dit il nous apprend qu'il résidait, Cheikh Saad Bou nous apprend qu'il résidait dans le Trarza depuis 15 ans.
c'est la date, c'est 15 ans, c'est le nombre d'années qu'il dit, pendant lesquelles il dit avoir délivré un cadeau annuel à son frère Talib Bakr, venu lui rendre visite. Il dit, je lui ai donné régulièrement pendant 15 ans ou un cheval, ou l'équivalent d'un cheval. Et à cette date-là, ça fait penser qu'il est arrivé dans le sud-ouest mauritanien, dans la région donc du Trarza, dans les environs de 1866-67. S'il avait, comme il l'affirme lui-même dans cet épître, moins de 18 ans, c'est-à-dire, mettons à peu près 17 ans, cela voudrait dire que sa date de naissance pourrait être effectivement l'année 1850. Quoi qu'il en soit, Al-Asin al-Nafida nous fournit de précieux renseignements sur la formation et l'état d'esprit du jeune cheikh, ainsi que sur les difficultés qu'il a eu à surmonter pour affirmer son autorité religieuse dans un espace où il était somme toute tout à fait une jeune personne, inconnue et tout à fait nouvelle. Al-Asin al-Nafida fi Radd al-Bay'a al-Haditha, qu'on peut traduire vaguement si vous voulez par les pointes fermes pour la réfutation du prétendu serment d'allégeance, compte 31 pages dans la copie manuscrite que j'ai consultée personnellement. Et ce texte donc, a été écrit à la demande de quelqu'un que Cheikh Saad Bou ne nomme pas. Et le but, si vous voulez, et c'est écrit dans une langue arabe très fleurie, je vais d'ailleurs y revenir un tout petit peu plus tard, pour montrer donc qu'il est lui-même le fondateur de sa propre voie, en tout cas le continuateur de la voie de son père, et non pas le disciple de son grand frère, Cheikh Mal'aini. Le texte commence par affirmer sur le mode de l'argumentation ad hominem, c'est-à-dire le rejet de ce que les autres vous imputent. Hein, il va commencer par rejeter les accusations que d'autres lui adressent, sans les nommer, mais enfin c'est à ça qu'il va s'atteler, pour réfuter cette béa. Et il dit d'ailleurs cette béa, elle ne repose sur rien de véritablement rationnel, d'acceptable rationnellement. Et ce cher qui est en grand mystique va profiter de cette circonstance, si vous voulez, pour défendre la raison, pour développer un argument rationnel, un petit peu curieux, mais argument rationnel quand même, et défendre la raison elle-même. Et il dit, citant Al-Hikam ibn Ata'Allah, qui est le grand Shadili, ce grand Shadili égyptien du XIVe siècle, et il dit, donc Ibn Ata'Allah affirme, il n'y a pas de compagnie plus désirable que celle de la raison, pas de compagnon plus avilissant que l'ignorance. La qarina azyan min al-aql, wa la rafiqa al-sharru min al-jahl. C'est la citation de Ibn Ata'Allah qu'il donne. Et l'impossibilité rationnelle à laquelle fait allusion Cheikh Saad Bou dans Al-Asin al-Nafida, il est expliqué à peu près de la façon suivante. Il dit, les individus doués de raison savent que les relations entre Meshaïr reposent exclusivement sur le dévouement sincère, c'est al-nusr, et que celui qui s'engage à suivre les instructions d'un cheikh est tenu d'être fidèle à ses engagements. S'il s'engage auprès d'un autre, il trahit son cheikh initial, faqad khanahu, comme il dit en arabe, et le traître, al-kha'in, est chassé de la présence divine, matroud an al-khudra al-ilahiyya. Et moi, cher Saad Bou, je ne suis pas quelqu'un qu'on pourrait accuser d'être chassé de al-khudra al-ilahiyya, puisque je suis cher Saad Bou, en quelque sorte. C'est le fond de l'argument, si vous voulez. Et il dit, il va citer aussi, il dit d'ailleurs, mon père, cher Mohamed Fadel, il n'y a pas de maître plus important que lui, et je ne peux pas prendre quelqu'un en dessous, en quelque sorte, de son importance en termes confrériques. Et il allègue aussi, il dit, il cite un dicton en Hassania qui dit si celui qui parle est complètement stupide, la personne qui l'écoute doit être douée de raison. Et donc, on va raconter des bobards, mais si vous avez un petit peu d'intelligence, vous devez refuser ce type de choses. Et donc il dit, voilà, je n'ai pris tout ça pour dire, je n'ai été le disciple que de mon père, cher Mohamed Fadel. Et il va développer ça à partir et surtout les dons spéciaux qu'il va recevoir à partir d'un certain nombre d'autres considérations, notamment des songes, parce que vous savez, dans cet univers-là,
beaucoup de choses se passent dans le rêve, beaucoup de choses se passent dans les visions. C'est un monde qui est un petit peu différent de notre monde réel dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui présentement. Et il dit, j'ai eu 2 songes importants. Je ne vous donne pas les détails de ces songes parce que ça sera un petit peu long. Mais dans l'un, il est avec son père et il voit les prophètes Mohammed, Abraham, Moïse et Noé. Et il est avec Cheikh Mohammed Fadl et il dit, Cheikh Mohammed Fadl ressemblait au prophète Mohammed comme le corbeau au corbeau. Shubh al-Gharab bil-Gharab. Ça, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve aussi dans un texte qu'on retrouve dans le texte de Mohammed Ali Daymani quand il parle de Nasr ad-Din, à propos des amis de Nasr ad-Din dans l'au-delà. Il dit Ashab Nasr ad-Din vont devenir, au jour du jugement dernier, ils seront comme ceux du prophète Mohammed, et il dit, j'étais dans un de ces songes, j'étais avec mon père en train de diriger une prière avec Cheikh Mohammed Fadl. Et je ressemble, lui aussi, il était un peu sur le même pied d'égalité que son père, Cheikh Mohammed Fadl. Et il dit, Cheikh Mohammed Fadl, après la fin de la prière, s'est retourné vers les orans, vers ceux qui étaient en train d'accomplir le rite de la prière, et comme pour me présenter comme en quelque sorte son successeur, comme la personne à laquelle il était en train de passer le flambeau. Donc ces 2 rêves tendent à montrer que Cheikh Mohammed Fadl, qui lui-même ressemble au prophète et que Cheikh Sadbou ressemblant à son propre père, c'est cette chaîne-là, si vous voulez, qui va servir de fondement aux dons spéciaux dont il se réclame. Et Cheikh Sadbou dit, voilà, la bé'a que j'ai, c'est la seule bé'a que j'ai, c'est la bé'a de mon père. Et il dit par ailleurs dans ce texte de la Sina Nafila, depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours envie de voyager, j'ai toujours envie de partir plus loin, de quitter l'espace que celui de mon propre père. Et si Dieu, dit-il, si Dieu veut exaucer mes vœux par l'intermédiaire de mon père, et si je me révélais apte à l'éducation des cœurs, tarbiyat al-qulub, et à la connaissance des univers cachés, c'est-à-dire alam al-ghayb, al-ghuyub. Il faut, dit-il, que je quitte le Hawd pour ça, il faut que je parte ailleurs, car les habitants du Hawd, donc cette région, ont assez de la présence de Cheikh, donc du Cheikh Mohammed Fadl, et il dit toute personne qui devait réaliser un dessein ou un destin louable, y est parvenu par son intermédiaire. Donc il n'y a en quelque sorte plus de place pour moi, il faut que j'aille ailleurs pour accomplir ce destin auquel je suis promis par mon ascendance paternelle. Et Cheikh Sadbou affirme qu'il a d'abord voulu s'orienter vers l'Est, mais que c'est en fait vers l'Ouest. Et vous savez, dans ce songe dont je parlais tout à l'heure, il dit Cheikh Mohammed Fadl m'a orienté à la direction opposée à celle de la prière. C'est-à-dire, il s'est levé, il m'a mis avec lui, nous nous sommes orientés dans l'autre direction, et c'est vers l'Ouest, vers le couchant, que je devais aller pour accomplir ce destin. Et il dit que c'est là-bas que devait aussi, peu de temps après, quand il était peu de temps après avoir quitté Cheikh Mohammed Fadl, est arrivé dans cette région, et après ces 2 songes qu'il a eus, il dit j'ai découvert en moi un bien énorme, wajadtu fi nafsi al-khair al-jazil, que je ne puis évoquer, mimma la astati'u dhikruhu, un bien dont le recueil de la charia ne peut supporter la divulgation, ولا يحتمله ديوان الشريعة ولا يحتمل ديوان الشريعة نشره. Là, c'est un peu l'idée, si vous voulez, que les grands mystiques appelés à développer des savoirs spéciaux ne doivent pas tout divulguer des messages qu'ils reçoivent. Et il dit d'ailleurs, il cite un vers que je vous épargne parce qu'il faut que j'aille peut-être un peu plus, j'en suis encore pas tout début, un vers de Zayn al-Abidin Ben Ali, dans lequel justement cette idée de ne pas divulguer le message spécifique donné aux gnostiques, aux arifs, à tout le monde est fortement conseillé. C'est une chose controversée parce qu'il y a des très grands débats sur ce thème entre les partisans des mouvements confrériques et leurs adversaires. Par exemple, il y a un pamphlet très violent d'un grand lettré Jekani contre la Tijaniya qui soupçonne le thème du kitman. Mais c'est un débat, si vous voulez, théologique très vaste dans lequel je ne vais pas rentrer, mais en tout cas, Cheikh Sadbou appuie sur l'idée que lui, il a reçu des choses
qui, si on les révélait, le montrerait presque comme un mécréant, parce que le vers cité de Abid al-Ma'al dit si je révèle ça, on peut me tuer pour des raisons que les musulmans croient bonnes, alors qu'en fait elles ne sont pas bonnes. Voyez. Donc c'est ainsi qu'il est allé s'établir, qu'il est devenu lui-même un cheikh adoubé par son propre père, recevant le message et le hawli qu'il a mis sur la tête. Et il devait aller s'établir ailleurs, donc c'était ça son projet. Mais cet établissement, il a fallu d'abord donc qu'il s'éloigne très très loin de ce territoire. Et il dit, je suis allé jusqu'aux limites du territoire où le nom de Cheikh Mohamed Fadl pouvait encore être connu. فانتهيت إلى منتشر صيته فآويت إلى أحياء لم يعرفوا اسمه المعروف قط. Je suis allé le plus loin possible jusqu'à un endroit où son nom ne disait plus rien à personne. Il dit évidemment j'ai ressenti quelque inquiétude de cela. Je me suis senti un petit peu oppressé du fait que j'étais dans l'espace éloigné de l'endroit où j'étais protégé, mais il fallait en quelque sorte entreprendre ce défi pour arriver à établir sa propre autonomie, pour arriver à créer cette hétérotopie, cet endroit en quelque sorte de nulle part et tout à fait nouveau, dans lequel va pouvoir s'épanouir son propre message et la nouveauté de son message. Mais pour que cela se fasse, il fallait aussi venir à bout de toutes les menées de tous les ennemis, parce que là, ça va être une chose un peu compliquée et difficile. Les rivaux, pour lesquels d'ailleurs Cheikh Saad-Bou a des mots dans cette épître, dans El Sinna, qui sont des mots assez sévères. Il dit, ces gens-là, il fallait affronter donc El-Hussad, les envieux, Ahl al-Inad, c'est-à-dire les opposants obstinés, Ahl al-Kufr wa Nifaq, les mécréants et les menteurs, Ahl al-Burd wa Shiqa, les haineux et les diviseurs, Ahl al-Ulum wa Inkar, c'est-à-dire les savants et les dénégateurs ou les ultra-sceptiques, si vous voulez, Ahl al-Jadawil wa al-Jidal wa al-Ashar, c'est-à-dire les amateurs de carrés magiques, des vaines controverses et des tours de magie. Tous ces gens-là, c'est un peu la liste des ennemis auxquels Cheikh Saad-Bou va devoir se confronter en essayant de s'établir dans cet espace nouveau où personne ne le connaissait encore et personne ne connaissait aussi le pouvoir de ses aïeux lointains. Mais il dit finalement, je vais finir par venir à bout de ces gens. Al-Anouli, ils se sont soumis à mon autorité. Dieu lui livrera donc leur bien, dit-il. La question de la propriété est importante, je vais y revenir à la fin de ce propos. Et sa présence, dit-il, contribua à améliorer leur situation, la situation des gens chez lesquels ils venaient de s'établir. C'est-à-dire que moi, m'établissement dans cette nouvelle région, j'ai pu les faire bénéficier aussi de ma baraka et de mon prestige. Bon, le ton de cette présentation des adversaires du tout jeune Cheikh Saad-Bou doit aussi, je le signale au passage, quelque chose au moule littéraire que El Sinna a adopté, qui emprunte volontiers au style classique de la maqama, le style de l'arabe classique de la maqama, de l'archétype et celui des maqamat al-Hariri, dont vous avez sans doute pour certains entendu parler, cet auteur bagdadien du XIe, XIIe siècle, avec une recherche délibérée, des allitérations, des assonances, des rimes intérieures et un usage assez systématique de binômes de noms et d'adjectifs destinés à produire cet effet de poésie et d'allitération qui parfois emporte un petit peu l'auteur au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour décrire les choses qu'il a envie de décrire. Quoi qu'il en soit, donc la preuve de la réussite de Cheikh Saad-Bou est attestée par l'ampleur des présents qu'il envoie à son propre père. Et d'ailleurs, le premier de ces envois est envoyé par deux personnes qui doivent traverser quand même 1 millier de kilomètres dans une zone assez difficile, infestée de rasieurs. Et ils sont accompagnés et protégés de loin par le regard du cheikh, qui est maintenant en quelque sorte établi dans son autorité, mais ils sont protégés aussi par le regard du cheikh qu'ils vont visiter, c'est le cheikh Mohamed Fadl. Et Cheikh Saad-Bou dit, je les ai d'ailleurs fait accompagner de ces deux vers qu'il leur a délivrés. لله لا تجزع في كل نازلة فالشيخ قطب الورى من زاره وربحا لا تجزع إنني أراكما أبدا ولا تخافا
Donc ça veut dire simplement, vous êtes sous le regard du cheikh de l'autre côté et mon regard à moi vous accompagne pendant votre périple en direction de l'Est. Et bien que Cheikh Mohamed Fadel lui ait recommandé de s'établir auprès de la tribu des Taba, qui sont un groupe assez modeste dans le sud-ouest, peut-être qu'ils revendiquent une origine au-delà de Nasr, enfin ils se disent rattachés quelque part, peut-être à des zones orientales, éventuellement un peu plus proches de ce que pouvait connaître Cheikh Mohamed Fadel. Donc bien, malgré cette recommandation, Cheikh Saad Bou doit quand même s'établir dans un milieu qui est surtout dominé par les grands groupes zouaïrs, c'est-à-dire maraboutiques, comme disent les Français de la région du sud-ouest, et ils vont lui intenter une sorte de procès en sorcellerie, orchestré par l'émir des Tarza de l'époque, qui s'appelle Sidi Mohamed El Habib, qui a dirigé l'ensemble des clubs Tarza entre 1860 et 1871. Et cet épisode est le foyer, le cœur de cet épître que développe Cheikh Saad Bou. Alors persuadé, ça je vous reprends un peu les termes qu'il utilise, persuadé par son entourage que Cheikh Saad Bou était un sorcier, sahir, un fou, majnoun, ou un dangereux innovateur impie, bid'i maftoun. L'émir Sidi, qui redoutait que ce magicien démagogue, Dajjal, c'est comme ça aussi, Cheikh Saad Bou dit « mes ennemis me traitent aussi de Dajjal », ne s'empare tout bonnement de son territoire, selon donc le récit de l'Al-Sinna. C'est comme ça que ces gens auraient vainement tenté, et même l'émir personnellement dit-il, aurait vainement tenté à plusieurs reprises de porter très trèsement préjudice à ma personne. Il a essayé à plusieurs reprises de tenter à ma sécurité. Mais assisté par son frère Mohamed El-Mamoun, prenant en charge tout ce qui relève de l'ilm al-Lahar, du savoir des lettrés ordinaires, alors que Cheikh Saad Bou s'était réservé dans cette confrontation le domaine de l'batin, de ce qui n'est pas obvi, de ce qui n'est pas visible, les deux frères ont arrivé donc à venir à bout de leurs adversaires. Et Cheikh Saad Bou tire de cet épisode, comme des visites que lui firent ses frères, Mohamed Abdel Wahhab, Talib Boubacar, Muftah al-Khair, Ahmed Rak, qui vont lui rendre visite successivement à partir du moment où il s'est installé dans cette zone. Il tire de tout ça et de toute la générosité qu'il a déployée à leur égard, en argument, et surtout du fait qu'ils ont reconnu également la spécificité du message qu'il a reçu. Dans la Sina al-Nafila, c'est ce qu'il dit. Il dit, j'ai rapporté cet épisode dans son intégralité, là je traduis, enfin je cite presque littéralement le texte de Cheikh Saad Bou. Il dit, j'ai rapporté cet épisode dans son intégralité pour que le lecteur prenne connaissance du bienfait que m'a octroyé Allah par l'aveu de mes grands frères. Iqrar ikhwati al-akabir, du don personnel qu'ils ne partagent pas, parce qu'ils se sentent porteurs d'un message qui n'était pas porté par ses frères, à moi octroyé d'agir sur l'univers invisible par un pouvoir divin. Li tasrifi al-batini wal-iqtirar wal-iqtidar al-ilahi. Et cela, dit-il, près de 20 ans avant ma première rencontre avec Cheikh Malani. Tout ça parce que cet épître, encore une fois, je vous le rappelle, était destiné à dire « Je ne suis pas le disciple de Cheikh Malani, c'est mon grand frère, je l'aime beaucoup, je lui ai donné beaucoup de cadeaux, on a beaucoup d'échanges, mais je suis indépendant de lui sur le plan de la doctrine. » Voici en tout cas, à l'issue de cette confrontation, Cheikh Saad Bou est autorisé à s'établir dans le sud-ouest de la Mauritanie, dans le Trarza. Mais il ne saisit pas cette opportunité pour s'installer là. On ne sait pas très bien exactement pourquoi. Il va aller s'établir dans un endroit beaucoup plus éloigné qui s'appelle Touaizikt, qui est un endroit vraiment de nulle part. C'est un trou au fin fond d'une région qui s'appelle l'Échiri, où il n'y a presque rien, il n'y a pas grand-chose. Et ça correspond, on ne sait pas très bien pourquoi il est allé s'établir là, mais ça correspond assez bien au profil de ce que Foucault appelle justement l'hétérotopie, cet endroit que le porteur du nouveau message invente presque totalement. C'est lui qui va, en quelque sorte, créer Touaizikt, parce que Touaizikt, c'est rien du tout, si on le regarde de près. Et mieux que ça, il va faire venir, ça c'est les premières mentions de ses relations avec le Sénégal, des maçons sénégalais, pour construire une maison à étage dans cet endroit le plus perdu imaginable. Et il va commencer à avoir un monde de disciples très important autour de lui dans cet espace de Touaizikt. Bon, il n'a pas dû rester aussi des masses de temps là, parce que probablement pour des raisons d'insécurité, il a dû quitter cette zone pour venir s'établir dans la région plus au sud, plus au cœur du système Trarza,
du côté donc de Nebjart, qui est le lieu, vous savez, où il est décédé et où il est enterré aujourd'hui. Et pendant qu'il était quand même, je mentionne en passant, pendant qu'il était à Touizit, c'est là qu'il a pu rencontrer peut-être pour la première fois le groupe des Eulades du Sbat, qui peut-être les relations n'étaient pas très amicales au début parce que c'est des gens assez énergiques et parfois un petit peu agressifs avec les armes nouvelles qu'il venait d'amener du Nord, mais il va devenir leur grand ami et écrire, d'ailleurs un des opuscules les plus connus de son œuvre, dans lequel il va insister aussi sur l'origine chérifienne commune avec les Eulades du Sbat. C'est Tahrir al-Asma, Bidabdi Ambordé Abnaï Bissiba, qui est donc une des pièces, disons, qui est importante dans la production de Cheikh Sadbou, où il appelle à ne pas avoir de haine pour les descendants du prophète et à les respecter et à les honorer. Mais pourquoi précisément Cheikh Sadbou a donc quitté Touizit? Je crois que c'est pour des raisons essentiellement d'insécurité. Et nous avons en tout cas le témoignage de frère Jean, ce commandant qui a été la personne la plus énergique dans la pénétration coloniale en Mauritanie, qui dans ses mémoires de 1903 dit il vient de s'installer il n'y a pas longtemps à Nebjart, c'est-à-dire que ce sont les dernières années du 19e siècle qui voient l'installation de Cheikh Sadbou dans ce coin. Et j'en viens maintenant à son influence au Sénégal, qui a déjà été évoquée par mes prédécesseurs. Je vais essayer de ne pas être trop long. En général, quand on dit ça, c'est qu'on va être long. Son influence donc n'a cessé de grandir dans cette région depuis son installation quelques années dans les années 1860, comme je vous l'indiquais tout à l'heure en particulier. Et cette influence va être très grande au sud du fleuve particulièrement. David Robinson, qui est quelqu'un qui connaît assez bien d'une partie des choses de l'histoire de cette région, notamment dans un ouvrage qui s'appelle Chiefs and Clerics, relève qu'en 1882, il avait dans son établissement de Touizit une centaine de talibés venant de Saint-Louis. Touizit, vous voyez où c'est? Les jeunes Wolofs partis de Saint-Louis s'établir là-bas, il faut pas mal de fois pour y arriver, que ce soit leurs parents qui veulent littéralement les sacrifier. Mais en tout cas, Robinson donne cette information. On sait aussi, d'après Marty, en tout cas pour moi, d'après Marty, parce que tout ça c'est un peu de la littérature de seconde main, mis à part quelques manuscrits que j'ai regardés de près, on sait d'après Marty qu'en 1872, à Saint-Louis, un groupe de disciples de Cheikh Sadbou est arrêté pour tapage, pour bruit excessif d'après les autorités, parce que simplement ils récitaient leur web sans doute de façon un petit peu énergique. Et ils ont été arrêtés, mais libérés très vite. Et les disciples d'ailleurs attribuent, disait Marty, cette libération au pouvoir surnaturel du chef. Marty signale déjà à cette époque aussi que Hamidou Khan, un personnage important de la région, qui deviendra plus tard l'administrateur, le qadi d'administration pour l'administration de Matam, était un de ses disciples. Parmi les recrues d'importance de Cheikh Sadbou au sud du fleuve, qui ont été également évoquées tout à l'heure en partie, Robinson mentionne Mamadou Khan, qui se disait descendant de l'Almami Abdelkader Khan, vous savez, le premier Almami des Foutanké, des Torobé Foutanké de la vallée du fleuve Sénégal. Et ce Mamadou Khan s'alliera aux familles musulmanes d'influence de Saint-Louis, en particulier les Han et les Sek, qui subissaient elles aussi l'influence de Cheikh Sadbou. Il épousera la fille de Hamad, je suis toujours ici le texte de Robinson, la fille de Hamad Ndiaye Han, chef du tribunal musulman de Saint-Louis. Elle allait devenir la mère d'Abdou Salam Khan, resté pendant de nombreuses années le chef du village de Kanel, dans le Fouta central. Mais ici, je marche un peu sur les brisées de mon voisin Jean Schmitz, qui est dans l'introduction à l'édition, la remarquable édition des Zuhur Bessatine de Cheikh Moussa Kamara, donne des détails très très profonds et étendus sur l'ensemble de ses relations familiales de Saint-Louis et de ses alentours. Cheikh Sadbou rapporte aussi Robinson dans le chapitre qu'il y consacre dans son excellent ouvrage Paths to Accommodation. Il est également, dit-il, vénéré par les Wan de Mbumba, le cœur historique de l'Almamia du Fouta Toro, en particulier Biran Almami et Mamadou Biran Abdul. Il donne également, c'est toujours Robinson, une liste des originaires de tout le Fouta central et oriental, en nommant l'ensemble de ces lieux d'où sont originaires ces différents disciples, notamment Anyam Siwol, Anyam Olo Siré, Dabia, Dumba Bosea, Kaïdi, Oré-Fondé, Néré, Matam, tous ces endroits connaissaient aussi les disciples de Cheikh Sadbou.
Cheikh Moussa Camara, le célèbre historien mort en 1945 de la vallée du Sénégal, qui était un excellent connaisseur à la fois des communautés noires et morts de toute cette région, était aussi évidemment un disciple d'importance de Cheikh Saad Bou, et d'ailleurs auteur, si vous le savez, de Majmou al-Nafis et de Zuhur al-Basatin, ce Majmou al-Nafis qui va servir, qui est aussi la deuxième pièce que j'ai consultée avec quelque attention pour ces quelques remarques. Et Cheikh Moussa Camara aurait étudié lui-même, d'ailleurs, d'après Robinson, dans les années 1880, il aurait étudié auprès de Cheikh Saad Bou. Peut-être donc a-t-il été à Poésique lui-même, je ne sais pas. C'est possible. En tout cas, il n'en parle pas ni dans le Majmou al-Nafis, ni dans Zuhur al-Basatin. L'influence de Cheikh Saad Bou s'étendait également à des personnalités politiques de premier plan au Sénégal. Abdel Bokar Khan et son rival Ibra al-Mamiwan sollicitent ses services tous les deux dans les années 1880. Ça, c'est toujours d'après, mais je suis ici Robinson. Al-Bouringa, donc du Djolof, comme ça a été dit tout à l'heure également, lui aurait même donné une année un troupeau de 100 vaches, qui n'est quand même pas négligeable dans la région. Et Lat-Dior, donc aussi du Cayor, avait aussi quelques liens avec Cheikh Saad Bou. Même les gens du Baol, ça a été aussi dit, et on cite notamment, Robinson mentionne la conversion miraculeuse du Taïm Bey Baya et aussi de quelques autres personnes du Saloum sénégalais. Mais il y a aussi son influence dans le monde des hassanophones, dans le monde de ce qu'on appelle ici les Nars, dans le monde des morts. Ces réseaux sont moins directement liés à Cheikh Saad Bou lui-même qu'il y en a quelques-uns qui sont importants directs. Par exemple, Bachir Oueltembergui, qui est un lettré mort en 1935 de la tribu des Ideg-Bohani et qui semble avoir accompagné Cheikh Saad Bou assez régulièrement et particulièrement lors de ses premiers contacts avec Kokolani à Saint-Louis. Donc ce Bachir Oueltembergui est un lettré important, il a fait le pèlerinage, il a laissé un récit de pèlerinage important, il a des fatawas connus que cite Yahya al-Bara dans sa Majmou al-Kubra dont je vais faire mention tout à l'heure, personnage important, mais c'est moins par l'influence en quelque sorte directe, je dirais, de Cheikh Saad Bou que par l'intermédiaire de son petit-neveu et disciple, Cheikh Torad al-Abbas al-Hadrami, qui va se développer véritablement l'influence confrérique de Cheikh Saad Bou. Cheikh Torad donc est décédé, comme vous le savez, en 1945, à Dakar d'ailleurs ici, au retour de son pèlerinage à la Mecque. Et il va avoir, lui-même a été auprès de Cheikh Saad Bou dans les années 1911, pendant 4 ans dans les années 1911-1915, et Cheikh Saad Bou va en faire un cheikh, il va le transformer lui-même en cheikh, et il va aller s'établir dans un endroit qui est un lieu de leur territoire traditionnel à Gouinit, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Niamey, la ville de Niamey, 1933. Et entamer d'ailleurs une activité agricole intéressante sur laquelle je vais revenir parce que la quête des biens matériels n'est pas une chose complètement négligée par ce mouvement confrérique et je vais y revenir. Et Cheikh Torad a eu lui-même une influence considérable sur pas mal de gens. On peut citer parmi ses disciples les plus importants Cheikh Ahmed Abou Ma'al et Taggati du Braka, sont des gens qui viennent de régions tout à fait différentes, de groupes tribaux très variés. Donc, Cheikh Ahmed Abou Ma'al et Taggati du Braka, qui est mort en 1965, c'est des gens assez proches de nous en termes d'histoire. Cheikh Abdallah al-Dadda al-Bieri du Trarza, qui est mort en 1974. Cheikh Mohamed Abdallah al-Dadda al-Boussati, qui est mort en 1984. Cheikh Sidi Mohamed al-Tagniti du Trarza, qui est mort en 1988. Et il y en a d'autres, je vous donne là les noms des plus importants parmi eux, qui ont été des relais de diffusion de l'influence confrérique de Cheikh Saad Bou dans l'espace hassanophone. Et Cheikh Torad et ses disciples, tout particulièrement Cheikh Mohamed Abdallah al-Dadda, ont poursuivi et prolongé la politique d'accommodement, comme on dirait, avec les autorités coloniales françaises voulues de façon pragmatique par Cheikh Saad Bou. Et je m'en vais en dire quelques mots de ces relations entre Cheikh Saad Bou et les Français. Mon propos là aussi essaiera d'être pas trop long, un petit peu mais pas trop, parce que donc ils se fondent au fond exclusivement, quasi exclusivement sur les témoignages d'un disciple de Cheikh Saad Bou, qui est Bachir Oueltembergui dont je vous parlais tout à l'heure, repris dans le Majmou al-Nafis de Cheikh
Moussa Camara, lequel le Cheikh Moussa Camara lui-même a adopté, et ça je crois que Jean Schmitz et d'autres auront l'occasion d'en parler, a adopté une attitude qui est une attitude d'accommodement vis-à-vis de la colonisation et d'hostilité ferme et doctrinale à la thématique du djihad, notamment dans un texte assez connu, dont je me suis servi moi pour cette communication, qui s'appelle أكثر الراغبين في الجهاد بعد النبيين من يختار الظهور وملك البلاد ولا يبالي بمن هلك في جهاده من العباد. Ce qu'on peut traduire par la plupart des aspirants du djihad, après les prophètes, sont ceux qui ont choisi la notoriété et les conquêtes territoriales, mais ne se soucient guère des pertes humaines occasionnées par leur djihad. En évoquant les relations de Cheikh Saad Bou avec la colonisation, je pense principalement à ces relations dans l'espace mauritanien. L'ingénieur de la conquête coloniale de la Mauritanie, dont le nom a été également cité tout à l'heure par le grand professeur Ibader Khan, est Xavier Coppolani. Il avait effectué en 1898, ce Coppolani, une première mission exploratoire qui le conduisit dans les confins nord du Mali actuel, au contact donc des communautés hassanophones de cette région, et en particulier les Alédis et Mokhtar. D'ailleurs, il a rencontré Sid Khair, qui était un peu le porteur du web de Cheikh Ahmed Fadel, ainsi que son frère Sid El-Amin. Et lorsqu'il arriva à Saint-Louis en 1902, il était assez largement au courant du poids religieux régional de Cheikh Saad Bou, dont le nom apparaissait déjà dans le volumineux travail sur les confréries musulmanes qu'il avait écrit et publié à Alger en 1897, même si les informations qu'il avait à l'époque, ce Coppolani, le bouquin qu'il a écrit avec Xavier Depont, plutôt avec Octave Depont, les renseignements dont il disposait semblent avoir été un peu flous parce qu'il confond Cheikh Mohamed Fadel Belmamin et son cousin et disciple Cheikh Mohamed Fadel Beidi, et il dit aussi, sans doute, là aussi c'est quelque chose qui n'aurait pas plu à Cheikh Saad Bou s'il l'avait eu, que Cheikh Saad Bou était un émissaire de Cheikh Malani, ce que Cheikh Saad Bou évidemment s'évertue à réfuter dans sa longue épître à la Sin al-Nafil. Et donc, Coppolani, fort de ses connaissances sur le monde musulman, a voulu pratiquer ce qu'il appelait la pénétration pacifique, c'est-à-dire au fond une entreprise coloniale à moindre coût, quelque chose qui reviendrait qui coûterait le moins cher à la colonisation, dans lequel les figures religieuses d'importance devaient être enrôlées. Et dans son ouvrage Al-Majmou' al-Nafis, Sirran wa Alaniyatan fi dhikri ba'd as-sadat al-bidaniya wal-fullaniya, donc ce texte écrit en 1937 par Cheikh Moussa Camara, il rapporte le témoignage de Béchir Uldenberghi sur les relations entre Coppolani et Cheikh Saad. Je vous résume en quelques phrases la substance mais c'est long, hein, dans le texte. Dans le texte de Majmou' al-Nafis, cette affaire est un peu longue, mais je vous la résume en quelques mots. Il dit, on tire de cela, première chose, que Cheikh Saad Bou était en contact avec les Français longtemps avant que se ne précise leur velléité d'occuper l'espace mauritanien. Ça, c'est numéro 1. Deuxième chose, Cheikh Saad Bou ne manifesta aucun enthousiasme excessif. Oui, enfin, avant de quitter ce premier point, je rappelle les éléments qu'a cité tout à l'heure le professeur Ibader Khan sur les Français que Cheikh Saad Bou a eu l'occasion de sauver, ou dans la libération desquels il est intervenu, à la demande des Français, c'est-à-dire Faber, Soleillet et Blanchet en 1900, lequel Blanchet d'ailleurs était pris en otage effectivement par les gens de la Drave, qui réclamaient de l'échanger contre Samori, entre parenthèses, enfin, bizarrement. Deuxième chose, dans les rapports entre Cheikh Saad Bou et les Français, tels que les évoque Béchir Uldenberghi, Cheikh Saad Bou donc ne manifesta aucun enthousiasme réel ou excessif pour l'occupation de l'espace mauritanien. D'après Béchir Uldenberghi, il dit il a même essayé de dissuader les Français au fond d'aller occuper cet espace, parce qu'il dit Cheikh Saad Bou pensait qu'ils allaient rencontrer une résistance armée, non seulement des Hassans, c'est-à-dire des porteurs d'armes, mais aussi même les Zoyas, elles risquaient de se convertir à cette envie de les combattre. Il redoutait aussi des préjudices pour les Zoyas en termes de déprédation des guerriers, c'est-à-dire que ça allait créer une situation de guerre encore plus affolée dans un pays qui était à la base lui-même un pays de désordre, de grand désordre, que tous ces théologiens appelaient le Bilad Saïb.
Il avait également peur que des charges fiscales nouvelles s'imposent à ces musulmans. Et il redoutait aussi que leurs esclaves soient émancipés, parce qu'il sans doute il était au courant que les Français sont partisans de l'émancipation des esclaves. Et il ne faut pas oublier non plus que Cheikh Saad Bou était déjà très lié au monde du sud de la vallée, et qu'une bonne partie de ses intérêts, à la fois par ses disciples et par ses relations, se trouvait déjà aux mains des Français, puisque la vallée du Sénégal a été achevée d'être occupée en 1890, si je ne me trompe pas, si je ne suis pas détrompé par le professeur Bader Thiam. Il y a aussi le pragmatisme. Cheikh Saad Bou finira par s'accommoder au fond de cette inévitable occupation française, d'après Lembergui. Il cite un dicton qui est un peu qui pourrait servir un peu de drapeau à l'opportunisme de mes aïeux hassanophones. C'est-à-dire littéralement la main que tu ne peux sectionner, il faut l'embrasser, il faut la baiser. Et il cite également un vers en arabe classique qui traduit à peu près le même contenu, quoi. وكم من يد قبلتها لضرورة وكان مرادي قطعها لو تمكنا. Donc, vous voyez, ça ne traduit tout ça, ne traduit aucun enthousiasme particulier à l'égard de la colonisation. Mais l'accommodement impliquait aussi quelques engagements en faveur des intérêts des conquérants, et Cheikh Saad Bou mettra assez largement son influence au service de l'entreprise coloniale. L'expression la plus emblématique en est donnée par l'épître qu'évoquait également tout à l'heure, qui a été citée, de Nasiha al-Amma wal-Khassa fi Dabbi fi Tahlili min Muharabati al-Faransa, c'est-à-dire la mise en garde ou le refus demandé à son frère Cheikh Malaini de se battre contre les Français. Il va également développer cette attitude dans une collaboration plus directe avec eux, notamment en donnant l'aval aussi à une fatwa de Cheikh Sidia Baba, datant de 1903, dans laquelle Cheikh Sidia Baba lui-même justifie théologiquement la pénétration des Français en Mauritanie à partir des textes de base du malikisme, en disant s'ils ne portent pas atteinte à la religion des gens et qu'ils instaurent la paix, ils peuvent venir. Et Cheikh Saad Bou a accepté cette idée. D'ailleurs, il a reçu une réponse très enthousiaste de Cheikh Sidia Baba dans des vers assez connus qui étaient chantés par le grand griot mauritanien des années 60, Sidati Ullabo, etc. Les hassanophones ici connaissent sans doute ces vers de Babou Cheikh Sidia adressés à Cheikh Saad Bou. Et donc il a accompagné, Cheikh Saad Bou a accompagné Kopulani dans sa première entreprise, ses premiers déplacements en Mauritanie. Le commandant Frère Jean dit dans ses mémoires, il a procuré quelques facilités également en termes d'approvisionnement à la colonne Kopulani, etc. Mais il y a quand même, à la fin, les choses ne se sont pas toujours bien arrangées entre Cheikh Saad Bou et les Français. Et dans le texte de Cheikh Moussa Kamara, Aksar al-Aribin, on voit cette amertume se manifester dans des vers qu'il cite des vers de Cheikh Saad Bou, dans lesquels on sent que les choses ont un peu bougé et qu'il est assez amer à l'égard au fond de cette collaboration. Ces vers disent à peu près ceci: قد مسنا الضرر والإضرار وعمنا الذل والافتقار يأكلنا المسلم والمنافق واللص والكافر والمشاقق في كل وجهة من الجهات تلفحنا بسائر الآفات أنت ترى يا ربنا وتسمع إليك يشكى بالثناء ويرفع. Je traduis ces vers. Nous avons été touchés par les préjudices et la volonté de nuire, l'humiliation et la pauvreté nous enveloppent. Nous sommes objets des appétits des croyants et des imposteurs, des brigands, des mécréants et des diviseurs. De toutes parts, il nous semble, ils nous comblent de leurs méfaits. Tu vois, ô mon Dieu, et tu entends, tu vois, toi vers qui s'élèvent plaintes et louanges. Et Cheikh Moussa Kamara dit,
ça traduit la baisse, en quelque sorte, de prestige de Cheikh Saad Bou auprès, notamment des autorités françaises. Et il dit, maintenant, son niveau d'appréciation auprès de cette colonisation est beaucoup plus bas que celui des gens qui aspiraient à avoir le même niveau, ou même un niveau inférieur. Et je pense, il ne le nomme pas, mais je pense qu'il pense à Cheikh Sidi Baba, parce que dans un autre texte, celui de l'autre texte de Cheikh Moussa Kamara que j'ai cité, il compare presque arithmétiquement le prestige de Cheikh Sidia et de Cheikh Saad Bou, et dit au début c'est Cheikh Saad Bou qui était 2 tiers et Cheikh Sidia n'était qu'1 tiers, et à la suite ça s'est inversé, il y a 1 tiers en quelque sorte pour Cheikh Saad Bou et un seul tiers pour Cheikh Sidia dans cette appréciation des Français. J'en viens au dernier point de ce propos qui concerne l'œuvre de Cheikh Saad Bou. C'est une œuvre assez considérable et à ma connaissance qui a été peu étudiée. Je n'ai moi-même examiné qu'un échantillon très limité de ce travail, mais d'amples travaux de recensement, et je donne cette indication pour les chercheurs que cela pourrait intéresser de poursuivre cette enquête, permettent toutefois donc de s'en faire une idée. Je songe en particulier à la Maurische Literaturgeschichte de l'orientaliste allemand Ulrich Rebstock, publié en 2001 à l'université à Würzburg, au grand compendium en 12 volumes de Yahya Ould al-Barra qui s'appelle Al-Majmou' al-Kubra al-Shamila li Fatawa wa Nawazil wa Ahkam al-Gharb wa Janoub Ard al-Sahra, publié à Nouakchott en 2009, et au tout récent volume numéro 5 des Arabic Literature in Africa, The Writings of Mauritania and the Western Sahara, auquel j'ai moi-même, qui a été publié sous la direction de Charles Stewart, et auquel j'ai moi-même, en 2016, et auquel j'ai moi-même été vaguement mêlé à ce dernier. Avant d'entrer dans des considérations relatives à cette œuvre, il faut signaler que le cursus de formation de Cheikh Saad Bou est un cursus très traditionnel, très traditionnel saharien et sahélien, parce qu'au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso et jusqu'au nord du Nigeria, tout ce monde apprenait à peu près les mêmes choses. Vous savez, ça commence par l'apprentissage du Coran, ça se termine par c'est les mu'allaqat, c'est la poésie d'arabe classique, c'est les premiers rudiments du fiqh à partir d'Ibn Ashir, c'est la métrique, etc. C'est aussi évidemment le sira, c'est le hadith, c'est un certain nombre de matières comme ça auxquelles les jeunes gens étaient initiés. Et Cheikh Saad Bou a dû avoir cette initiation avant de quitter son home, même s'il est parti très jeune. Et on dit qu'il a rassemblé aussi une bibliothèque d'importance par la suite. Alors, en tout cas, dans les grandes bibliographies que je viens de vous citer, on énumère 95 œuvres de Cheikh Saad Bou. Ces œuvres, c'est en réalité souvent de très petits écrits. C'est des réponses, des lettres, des réponses à des fatwas très courtes qui ont été envoyées à Cheikh Saad Bou par des disciples ou des solliciteurs. Sans surprise, si vous voulez, Fiqh et Tasawwuf arrive en tête avec 42 opus, 42 documents. Et il y a toutes sortes de choses dans ces réponses de Fiqh et de Tasawwuf, jusqu'à y compris, bon, il y a évidemment ce qui concerne par exemple la colonisation et le thème de Nasih al-Amr al-Khassa, etc. Mais vous avez des choses sur l'Idda, par exemple, vous avez un texte sur l'Idda, c'est-à-dire ce qu'on appelle le délai de viduité d'une femme entre 2 mariages. Le titre, c'est exactement, ça concerne les femmes nubiles, enfin les femmes esclaves et les femmes libres. Le titre, c'est... attendez, où est-ce qu'il est ce titre? Voilà, c'est Al-Anjou al-Zawahir fi Udad al-Ima wal-Hara'ir. C'est la idda des femmes libres et des femmes esclaves. Si vous avez des doutes sur cette question, cher Saad Bou vous en libère définitivement. De même qu'il prend position contre l'interdiction du tabac. Et il y a un de ces textes qui dit, qui est intitulé Ta'jiz al-Burhan fi Tahrim al-Sham wa al-Dukhan. Donc il permet aux fumeurs de satisfaire leur vice sans se poser trop de questions théologiques. En matière de tasawwuf, vous avez aussi toute une... c'est la deuxième rubrique la plus importante. Il y a 28 textes qui relèvent de cette rubrique du tasawwuf, mais je vais m'arrêter parce que je crois que j'ai encore une fois été très long.
pardonnez-moi. Non, il y a quand même une dernière chose pour les oreilles des hassanophones, j'arrive à la lire, que je voudrais vous infliger, parce qu'elle montre aussi la fierté de Cheikh Saad Bou vis-à-vis par rapport à son milieu lui-même, à ses capacités en tant que... Et c'est surprenant pour moi personnellement, parce qu'elle montre Cheikh Saad Bou comme un brani, pas seulement comme un sha'ar, c'est-à-dire un poète en dialectal. Et on ne s'attend pas à ce qu'un très grand leader confrérique comme lui, si vous voulez, empreint de toute cette compassion et dignité, se laisse aller à composer de la poésie dans le dialecte en quelque sorte vulgaire. Et il rappelle dans Al-Sinan al-Nafila, parce qu'il a reçu tous ses frères, notamment Muftah al-Khair, et il dit, évoquant sa fierté, ça c'est ce que les hassanophones appellent un gaf ou septet, du maître Tayt-Tam, c'est-à-dire un vers de 8 pieds. Peut-être que certains d'entre vous ici connaissent ce gaf ou septet. ونملي الكتب والألواح ما خل جاني يولني غرت عيني مفتاح وأنا شاعر مغني فصيح وما الفصاح. Ce qui se traduit en arabe, je dois certes composer en classique et en dialecte, noircir livres et planchettes, les alwah, c'est car est venu mon bien-aimé, c'est-à-dire mon frère bien-aimé Muftah al-Khair, la prunelle de mes yeux Muftah. Et je suis poète en classique et en dialectal, et en dialecte, maître de la langue issue de ses maîtres. Il se glorifie lui-même, si vous voulez, de cette... voilà. Mais, dernière chose, quand je parle de l'œuvre, ce n'est pas seulement ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'œuvre immatérielle, il y a aussi l'influence matérielle de Cheikh Saad Bou et le poids qu'il a pu jouer, qui a également été évoqué par les personnes qui sont intervenues avant moi. Parce qu'une entreprise confrérique, c'est un ensemble de liens spirituels et matériels entre un cheikh et ses disciples, entre le réseau d'allégeance, d'influence et de solidarité qu'ils forment et tous les environnements humains, politiques et économiques dans lesquels ils s'inscrivent. Et donc, c'est tout cela, cette organisation, et qui nécessite des ressources qu'il faut prendre en considération. L'établissement, par exemple, de Nebjad, si vous voyez géographiquement où c'est un endroit où il n'y a rien. Les gens vivent d'élevage, mais il leur faut apporter presque tout de l'extérieur. Hein. Et c'est en particulier le thème de la quête, de la ziyara, qui va servir, qui va être un élément qui va permettre de combler ce déficit. Et Cheikh Saad Bou va lui-même développer, en quelque sorte théoriser le caractère ici de cette quête. Il y a un des textes que malheureusement je n'ai plus le temps de vous le délivrer, mais il explique exactement pourquoi il faut accomplir ces quêtes. Et il dit, dans un pays, il cite plusieurs personnes qui ont donné le modèle, il dit d'ailleurs les gens de Cheikh Sidia, parce qu'il ne nomme pas directement Cheikh, il dit un des disciples peut-être de Cheikh Sidia nous a reproché cela. Mais est-ce que Cheikh Sidia lui-même et ses parents, est-ce qu'ils n'ont pas accumulé leur richesse à partir des mêmes pratiques? Et il va leur citer le nom de tous les grands personnages de l'islam, non seulement anciens mais locaux, par exemple Mohamed Baba el-Abeid, par exemple Garcet Idéloui et d'autres, en disant ces gens-là ont rendu licite cette pratique et disent qu'il faut la pratiquer. Et Mohamed Baba, dit-il, a même dit, dans un pays de grande pagaille comme la Mauritanie où il n'y a pas de pouvoir, les savants, le Jund, les militaires et les étudiants ont le droit de recevoir leur subside de la part du Beit el-Mal, c'est-à-dire du trésor public, mais il n'y a pas de trésor public. Alors on va chercher un peu dans les poches des contribuables qui n'ont pas de percepteurs, qui vont aller chercher leurs ressources pour les redistribuer. Et Cheikh Tourad va développer exactement la même opinion dans un texte également que j'ai pu consulter. Et il dit le zuhd c'est bon pour le cœur, mais ce n'est pas bon pour l'accumulation économique. Hein, il dit والزهد في غير ربنا بالقلب ما الزهد ترك لكل كسب. Le zuhd, c'est-à-dire le fait de ne pas s'intéresser au bien, ça concerne le cœur, mais ça ne concerne pas la négation de toute volonté d'accumuler ou d'obtenir de la richesse. Voilà, je conclus. Hein, terminé, je vous délivre là. Donc, 3 mots pour conclure. Cheikh Saad Bou me paraît être un bel exemple de réussite confrérique dans un environnement au départ modérément favorable, pour employer un euphémisme. Par sa ténacité, par son charisme et son sens des relations publiques,
il a su créer une communauté et un réseau de disciples qui lui ont largement survécu. Son entreprise illustre la complexité des relations entre les mouvements confrériques et le pouvoir. Ça, c'est un thème, c'est déjà dans l'affaire avec Sidi Mohamed Habib, dans les relations avec les Français. Les confréries ont toujours ce problème. À mon avis, elles ont besoin d'une sorte de no man's land, cette histoire d'hétérotopie dont j'ai parlé tout à l'heure. Il ne faut pas que ce soit un endroit trop contrôlé pour qu'elles puissent s'établir au fond. Mais en même temps, elles ont besoin de négocier avec ces pouvoirs pour pouvoir s'en sortir. Et donc, la quête d'une hétérotopie échappant en tant que faire se peut à toute influence profonde autre que celle du chef semble être une de leurs gages de réussite, mais en même temps, il faut développer des moyens matériels de cette autonomie elle-même, et ça nécessite des compromis avec ceux qui détiennent du pouvoir et de l'autorité. La vie matérielle de ces institutions, fondée sur une circulation hiérarchique des biens et de prestations, obéit, semble-t-il, là c'est la dernière affaire de cuisse que je vous inflige, elle semble assez nettement, ça a été dit, mais je les appelais parce que je n'avais pas le temps, parce que les biens que reçoit le Cheikh sont des biens qui sont redistribués aussi en large partie. Le Cheikh Saad Bou lui-même, devant